Eh bien, nous allons enchaîner, puisque nous avons pris un peu de retard. Nous nous excusons auprès de vous, puisque je crois que vous attendez depuis un petit moment et ça a été plus long que prévu. Donc, nous poursuivons les auditions de notre mission d'information consacrée aux risques climatiques. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean-Hurlet Bonan, avocat associé du cabinet XM Action, que je remercie par sa présence ainsi que son collaborateur. On va vous laisser faire une présentation. Je vais édulcorer mon propos. On va vous laisser faire une présentation d'un quart d'heure, si vous le voulez bien, de façon à ce qu'il puisse s'instaurer également, comme on est très nombreux, des questions-réponses. Nicole Bonnefoy est donc la rapporteure. Je lui laisserai la parole dès que vous aurez terminé votre intervention. Vous lui répondrez et ensuite nos collègues vont s'inscrire pour vous poser des questions et là vous répondrez si vous le voulez bien globalement. La parole est à vous, monsieur. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie aussi de donner la parole, si je puis dire, à un praticien, un avocat qui donc est confronté à cette problématique des risques climatiques lorsque des clients, donc des particuliers ou des collectivités, sont sinistrés justement par un risque climatique et viennent nous voir concrètement parce qu'ils considèrent que la décision, en l'espèce en tout cas celle sur laquelle je vais présenter, faire un bref rappel sur un refus de reconnaissance de catastrophe naturelle, cette décision de refus de catastrophe naturelle est pour eux soit illégale, soit incompréhensible, étant donné ce qu'ils constatent sur les lieux, en tout cas sur leur domicile ou sur leur collectivité, ou est manifestement erroné ou en tout cas mal expliqué. Et l'avocat, lorsqu'il reçoit de ses clients, ces personnes, lance, si je puis dire, une mini-mission d'information un peu comme la vôtre. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi cette décision a été prise, quitte à dire, bien évidemment, à nos clients que la décision est légale et qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans les contestations, d'expliquer éventuellement la régularité ou la légalité de cette décision. Mais donc pour cela, nous, ce que nous faisons, bien évidemment, c'est nous essayons de comprendre en droit comment cette décision a été prise, de comprendre aussi concrètement quelles ont été les procédures qui ont amené à cette décision, et donc de comprendre et de voir si vraiment la décision et même la procédure et l'encadrement de la prise de cette décision sont bien réguliers. Lorsque notre cabinet a finalement travaillé de manière un peu plus approfondie sur ces problématiques de catastrophes naturelles, pour ma part, je travaillais sur les problématiques d'admission post-bac. Admission post-bac qui, finalement, en tout cas à l'époque, pour faire une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en matière de catastrophes naturelles. Ça peut paraître assez éloigné, mais en réalité, nous sommes dans les mêmes problématiques législatives et réglementaires. Nous avons bien un texte de loi général et très général qui entraîne l'application d'un régime, en tout cas la prise d'une décision, dans le cadre d'une procédure, par contre, en matière de catastrophes naturelles, comme pour admission post-bac, qui n'est encadrée par aucun texte réglementaire, donc avec un pouvoir presque discrétionnaire de l'administration pour sa prise de décision, et donc derrière des administrés, à l'époque des étudiants, mais aujourd'hui pour les catastrophes naturelles des sinistrés, qui se voient opposer une décision sans encadrement, sans explication, et qui a été prise en tout cas de manière totalement opaque, et en tout cas difficilement explicable à un sinistré qui se voit refuser un état de catastrophe naturelle alors que sa maison est en train de se fissurer, a les murs presque coupés en deux, et en tout cas est devenue totalement inhabitable. Alors l'approche, bien évidemment, que nous faisons commence d'abord par l'étude du droit existant. Le droit existant, aujourd'hui, il est issu de la loi de 1982. La loi de 1982 était quand même une grande avancée pour cette problématique de catastrophe naturelle, puisque le législateur à l'époque a souhaité éviter justement que ce sinistré se retrouve à lutter tout seul contre son assurance, qui, à l'époque, pouvait refuser très facilement de reconnaître l'état de catastrophe naturelle, et c'était finalement le pot de terre contre le pot de fer.
L'assurance ayant les moyens, bien évidemment, de refuser et d'attendre un procès, une expertise judiciaire, le sinistré ayant parfois peu de moyens pour contester des situations techniques que l'assurance, elle, avait la possibilité d'apporter. Le législateur, donc, sur la base notamment du préambule de 46, a souhaité donc fonder cette loi sur le principe de solidarité nationale. Solidarité, égalité de tous les Français devant les charges qui résultent de ces calamités nationales. Et cette loi de 1982 a donné lieu à différents articles dans le Code de l'assurance, dont un principal, ce que je vais vous rappeler, l'article L125-1, qui prévoit, je vais le résumer rapidement, que sont prises en charge au titre des catastrophes naturelles les dommages matériels directs susceptibles de mettre en œuvre la garantie. Donc, ces dommages, en tout cas, c'est prévu d'avoir un caractère non assurable, donc ils ne sont pas assurés par ailleurs au titre de notre contrat. Et bien évidemment, le point principal, il faut que ces dommages soient causés par un événement naturel anormal. Et vraiment un élément direct et déterminant des dommages. Et vous verrez, ça peut être en effet une source de discussion, plus avec l'assureur d'ailleurs, en réalité, qu'avec éventuellement l'administration qui va décider ou non de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Alors, sur la base de cet article, L125-1 du Code des assurances, donc, qui est apparu en 1982, le pouvoir réglementaire n'a jamais pris aucun texte d'application. Nous n'avons pas de décret, nous n'avons pas d'arrêté depuis 1982 sur ce texte. Et ce texte reste quand même assez général. Je me permets peut-être de le lire, je vais essayer quand même d'être le plus bref possible, Monsieur le Président, mais le texte est le suivant. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones, les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie, visée au premier alinéa de cet article. Cet arrêté précise pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au journal officiel dans un délai de 3 mois à compter du dépôt des demandes, etc. etc. Je passe les détails. Ce sont en tout cas, les points principaux aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui m'occupent et qui nous occupent, c'est-à-dire cette problématique de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l'administration. Si aucun texte réglementaire n'a été pris, l'administration, n'aimant pas le vide, si je puis dire, a pris des circulaires. Une première circulaire de 1984, publiée encore aujourd'hui sur circulaire.gouv.fr, donc en vigueur. Une circulaire de 1998 qui est venue préciser un peu le régime de 1984, mais en le complétant ou en le confirmant. Et plus récemment, une circulaire de 2014 qui n'a pas vraiment modifié non plus la situation, a uniquement créé une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on va dire d'urgence pour certaines situations particulières, et a précisé par contre dans une annexe les documents techniques qui sont demandés aux différents services de l'État pour pouvoir compléter ce dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est le droit existant, le seul droit existant aujourd'hui, et la pratique qui ressort de ce droit existant est la suivante. En tout cas, selon les textes, pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle, voilà à quoi le sinistré, si je puis dire, est confronté. Le sinistré constate, je vais essayer d'être assez pratique, mesdames et messieurs les sénateurs, le sinistré constate une fissure, une inondation, enfin un dommage qui manifestement peut résulter de l'état de catastrophe naturelle, ou en tout cas en fait part à son assureur, et parfois c'est l'assureur lui-même qui invite l'assuré à faire sa déclaration de catastrophe naturelle. Cette déclaration de catastrophe naturelle, selon les textes, elle est bien effectuée auprès de la commune, et c'est la commune qui crée un dossier, si je puis dire, et une fois que ce dossier est constitué, le transmet au préfet. Le préfet, selon les textes, doit lui aussi constituer un dossier assez complet selon la circulaire de 84 et d'ailleurs celle de 98, un dossier qui comporte son appréciation, des articles de presse, des rapports des services du département, l'ensemble des éléments transmis par la commune, toute enquête nécessaire, des enquêtes de gendarmerie éventuellement. Donc le préfet a normalement, selon les textes, encore une fois, selon la circulaire, un rôle instructeur.
Sur la base de ce dossier, et selon la circulaire, le préfet peut faire un premier tri, mais un premier tri extrêmement limité puisqu'il se base uniquement sur les garanties, si je puis dire, catastrophes naturelles, c'est-à-dire qu'il va, en théorie, selon la circulaire, exclure tout ce qui ne relèverait d'une autre garantie, calamité agricole, décennale. Donc, en pratique, très souvent, le préfet transmet presque l'ensemble des dossiers à l'État. On verra un peu la pratique un peu plus tard. Mais là, j'essaie déjà de parler de la théorie, puisque vous verrez, nous avons constaté un décalage entre la théorie et la pratique. Lorsque le préfet, normalement, a constitué son dossier, il le transmet au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur constitue, si je puis dire, lui aussi un dossier avec, pour certaines catastrophes, comme par exemple la sécheresse, il demande la communication d'un rapport national de Météo France. Donc il n'y a pas de rapport local, il y a un rapport national demandé par le ministère. Et le ministère, encore une fois, en théorie, transmet l'ensemble de ce dossier pour avis à la commission interministérielle qui a été créée par la circulaire de 1984. Cette circulaire interministérielle, composée de représentants des trois ministères, environnement, ministère de l'Intérieur et ministère de l'écologie, ministère des Finances aussi, donc 4, donne un avis. Cet avis qui n'est que consultatif, c'est-à-dire qu'il ne lie pas l'autorité administrative, il ne lie pas le ministère. Le ministère a la possibilité de prendre la décision qu'il a envie de prendre. Le ministère, sur la base de cet avis, donc, en tout cas après avoir consulté, avoir obtenu cet avis consultatif, donc prend une décision, rend un arrêté interministériel, puisque dans la mesure où il est décidé par plusieurs ministres, c'est un arrêté interministériel, et donc procède à la publication de cet arrêté interministériel. Et le préfet, de son côté, doit notifier, selon les textes, à chacune des communes qui a centralisé les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, doit notifier cet arrêté avec une motivation. À partir de là, le sinistré, lorsque l'arrêté de catastrophe naturelle, qui reconnaît bien évidemment l'état de catastrophe naturelle, est publié, il dispose d'un délai de 10 jours pour faire une nouvelle déclaration auprès de son assurance. Dans la pratique, l'assurance accepte parfois que ce délai soit dépassé dans la mesure où ça ne lui cause pas de préjudice particulier. Voici un peu la situation théorique. Et nous avons pu constater finalement que les particuliers ou les collectivités qui venaient nous voir en ne comprenant pas la décision qu'ils recevaient étaient parfois fondés à critiquer l'opacité ou en tout cas le système qui a été mis en place. Pour le prendre de manière plus précise, et pour refaire, si je puis dire, la démarche que je viens de vous expliquer théoriquement, plusieurs difficultés apparaissent. Tout d'abord, la déclaration auprès de la commune. Le sinistré qui constate un désordre sur sa maison bien ne sait pas toujours que c'est une catastrophe naturelle. Il n'a pas parfois le réflexe d'aller faire cette déclaration auprès de sa commune. Très souvent, c'est le maire lui-même qui prend le devant en publiant dans un bulletin municipal, dans le journal local, le fait qu'il y a eu des désordres sur la commune. Vous avez la possibilité de demander l'état de catastrophe naturelle. Je ne peux pas la demander tout seul. Il me faut des dossiers, il me faut des demandes au sein de ma commune. Envoyez-moi vos déclarations. C'est un peu la première difficulté aussi et la première étape concrète en pratique de cette reconnaissance. Le maire qui reçoit ces différentes déclarations fait face à une deuxième difficulté. C'est le maire seul qui doit remplir un CERFA qui permet justement de solliciter du ministère la reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle. Et il se heurte peut-être à plusieurs difficultés. La première, ce CERFA lui demande une date par exemple d'échelonnement de l'événement. Alors pour une inondation, la chose est très simple. Il y a une inondation le 6 juin, il déclare le 6 juin. Pour la sécheresse, la chose est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on met du 1er janvier au 31 décembre? Est-ce que l'on met du 5 juin au 30 septembre? Là-dessus, si je puis dire, le maire n'est pas du tout aidé par les services pour savoir quelle est la date la plus appropriée pour faire cette demande de catastrophe naturelle. Oui, je vous en prie. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que... Alors, Météo France, on va le voir un peu plus tard, rend un rapport sur plusieurs échelons, plusieurs dates, et
en réalité, nous n'avons jamais eu de retour, nous avons eu des doutes, mais nous n'avons jamais eu, en tout cas, de position franche et précise sur les conséquences de ces dates. Donc, ça pourrait être en effet une question qui pourrait être posée aux différents services par votre mission, je pense, pour savoir quel est l'impact réel de ces dates. Donc, aujourd'hui, les maires, lorsqu'ils ont un refus de la reconnaissance de catastrophe naturelle, parfois ils ne savent pas si ce refus résulte de mauvaises dates ou d'un mauvais dossier. On n'a vraiment pas d'autre explication. En réalité, on constate quand même que lorsqu'il y a un refus, c'est un refus sur l'ensemble des dates en matière de sécheresse, notamment sur toute l'année avec les différentes périodes. Mais voilà, une première difficulté pour le montage de ce dossier, avec peut-être une responsabilité du maire, puisque le texte du Code des assurances prévoit bien que la catastrophe naturelle ne peut être reconnue que dans un délai de 18 mois à compter du début de l'événement climatique. C'est-à-dire qu'un maire qui saisirait le ministère de l'Intérieur après ce délai de 18 mois, malgré le fait qu'il ait obtenu des demandes, eh bien, ce maire ne peut bien évidemment n'obtenir qu'un refus de reconnaissance de catastrophe naturelle, et on peut tout à fait imaginer que des administrés se retournent contre le maire pour cette demande tardive. Bon, on n'a pas de traces aujourd'hui, en tout cas d'exemple, mais c'est quand même un risque. Et sur ce point, nous avons pu constater que les maires n'étaient pas du tout informés de ces délais, ou en tout cas de ces difficultés. Le maire a constitué son dossier. En réalité, aujourd'hui, ce qui est demandé au maire, concrètement, c'est uniquement de transmettre le CERFA, contrairement à ce qui est indiqué dans les textes. Ce CERFA est transmis au préfet. Le préfet, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, en fonction des différents types de catastrophes naturelles, a un rôle différent, contrairement à la circulaire de 84, de 88 et 2014, qui donne pourtant au préfet un rôle instructeur, un rôle vraiment aussi de motivation de ce dossier. Aujourd'hui, on a pu par exemple constater que pour une inondation dans un département, le préfet récupère les rapports de ses services internes, rapport géologique, rapport de Météo France local, le CERFA, et transmet ces éléments au ministère, sans autre, si je puis dire, études complémentaires. Pour la sécheresse, on a même constaté que le préfet se contentait de transmettre le CERFA, sans autre étude, sans autre analyse. Et en réalité, les seules études techniques, si je puis dire, qui étaient effectuées, c'est au niveau national. Sauf si la commune demande pour la première fois de son existence la reconnaissance, en tout cas catastrophe naturelle pour la sécheresse, et qu'à ce titre, elle n'a jamais fait l'objet d'une étude géotechnique pour savoir si son terrain comporte des argiles qui peuvent donner lieu à cette sécheresse. Bon, c'est un peu technique, mais globalement, aujourd'hui, le préfet, en matière de sécheresse et sur certaines catastrophes, n'a plus vraiment le rôle instructeur qui est prévu par les circulaires. Le dossier donc est ensuite transmis par le préfet au ministère. Le ministère complète ce dossier avec, pour la sécheresse par exemple, le rapport Météo France, pour d'autres catastrophes naturelles, je suppose, avec d'autres rapports techniques. Et le ministère, donc, saisit la commission interministérielle pour avoir un avis. Première constatation, première difficulté que nous avons rencontrée dans la pratique, quel était justement ce dossier transmis à la commission interministérielle ? Aujourd'hui, les seules informations qu'on a pu obtenir, c'est que le ministère se contentait de transmettre un tableau dans lequel il avait rempli préalablement en matière de sécheresse notamment les critères définis pourtant par la commission interministérielle, des critères avec des indications de Météo France, critères remplis, non remplis, remplis, non remplis. La découverte aussi que cette demande d'avis et ce tableau transmis à la commission interministérielle comportait l'avis du ministère. C'est-à-dire qu'on saisit une commission interministérielle pour avoir un avis en lui donnant un avis préalable. Et là où finalement les choses sont encore plus surprenantes, c'est que le service qui donne cet avis, la DGSCGC, service des risques à la population, est aussi le service qui siège dans la commission interministérielle et qui préside d'ailleurs la commission interministérielle. Une grande surprise de savoir donc quelle est la réalité déjà de cet avis, puisqu'on donne un avis préalable à la commission qui doit rendre un avis, et les personnes qui vont rendre un avis sont les personnes qui ont déjà donné cet avis préalable, et sont finalement en réalité les personnes qui à terme vont prendre la décision
sans être liés par l'avis de cette commission. Bon, on marche un peu sur la tête, sur la réalité, sur l'effectivité de cette commission. Le dossier d'ailleurs, en tout cas ce qu'on a pu constater, par exemple le rapport de Météo France en matière de sécheresse qui est transmis à cette commission interministérielle est un simple rapport de 4 à 5 pages pour toute la France, où on se contente de donner 3 à 4 cartes, où Météo France dit voici les zones où nous considérons qu'il y a un état de catastrophe naturelle. Bon. Le tableau donc, qui est transmis à la commission, et selon les textes, la commission devrait normalement étudier un dossier complet. En réalité, donc, le dossier qui a été constitué par la commune, le dossier qui a été constitué par le préfet, le dossier constitué par le ministère, transmis par la commission interministérielle et ensuite, donc, bien évidemment, étudié par cette commission interministérielle. Donc, on constate bien évidemment qu'en réalité, il y a un simple tableau qui est transmis, que ce simple tableau transmis comporte des avis, les informations sont incomplètes, et l'on va aussi constater dans les différentes procédures que nous avons pu lancer et dans les différents documents administratifs qu'on a pu obtenir, mais peut-être que votre commission pourra en obtenir un peu plus que nous, nous avons pu constater aussi que l'avis de la commission interministérielle, qui encore une fois doit en théorie étudier tous les dossiers, l'avis de la commission interministérielle est donné après une seule journée d'étude des dossiers. Une seule séance d'étude des dossiers. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, pour un arrêté interministériel, je n'ai pas une date sous la main, mais ici, par exemple, celui du 27 septembre 2017, l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a reconnu l'état de catastrophe naturelle et a refusé l'état de catastrophe naturelle pour un peu moins de 1000 communes en France. Et il se trouve que l'avis de la commission interministérielle, la réunion de la commission interministérielle s'est passée sur une journée. Non seulement on a pu constater qu'en une journée, il nous apparaissait impossible qu'une commission rende un avis sur à peu près 800 dossiers, mais on a pu d'ailleurs avoir comme information qu'en réalité, cette commission interministérielle se réunit même sur une demi-journée. Ils sont convoqués à 14h30 pour rendre un avis sur 800 à 900 dossiers. Donc l'effectivité que nous avions déjà sur cet avis de la commission par rapport à sa convocation et aux documents transmis, est d'autant plus flagrante au regard du délai passé, bien évidemment, sur chaque dossier. Une efficacité remarquable. Autre point d'ailleurs, c'est la composition de cette commission. Encore une fois, commission qui n'est prévue que par une circulaire. La circulaire de 1984, qui n'a jamais été confirmée par aucun texte réglementaire et qui donne d'ailleurs lieu à quelques difficultés juridiques. Mais la composition aussi de cette commission pose difficulté, ou en tout cas interroge. Nous avons bien le ministère de l'Intérieur, c'est assez logique. Le ministère des Finances, après tout, nous avons quand même les finances publiques qui vont être engagées, mais pas seulement le ministère des Finances, nous avons aussi le ministère des Comptes publics. Donc on a encore une deuxième administration en matière de finances. Donc sous-entendu que la question n'est pas, par cette commission, de savoir s'il y a un aléa anormal, mais aussi s'il y a une problématique financière derrière. Et au-delà, bien évidemment, de ce ministère, il y a le ministère de l'Outre-mer, on peut le comprendre, il y a le ministère de l'Environnement, mais nous avons aussi les membres de la Caisse de réassurance. Donc la Caisse de réassurance, comme les agents du ministère du Budget, on ne voit pas comment, en tout cas quelle est l'opportunité de se prononcer sur l'existence ou non d'un aléa climatique. En tout cas, c'est notre position. Et bien évidemment, il pourrait être intéressant de les interroger sur leur rôle et sur leur position dans ces commissions. Sur un autre petit point, donc après finalement le dossier, la composition, une autre problématique qui nous intéresse, c'est bien évidemment les critères. Quels sont les critères qui sont étudiés ? Alors, on a bien vu que finalement les critères n'étaient pas étudiés, mais quels sont finalement les critères qui sont en théorie étudiés lors de cette commission ? Eh bien, le seul document aujourd'hui que nous avons, c'est un document qui nous indique que c'est la commission interministérielle qui fixe les critères d'étude de l'aléa climatique, en tout cas de l'événement climatique anormal. Voilà, donc c'est une commission interministérielle qui a uniquement été créée par une circulaire de 1984 qui donne un avis sur des critères qu'ils ont eux-mêmes posés, donc avec une composition qui pose quand même
des questions, et plus précisément d'ailleurs des critères qui sont repris, semble-t-il, textuellement par le ministère. Juste un petit mot, je vous laisse bien sûr, 2 minutes pour terminer, parce qu'autrement on va vraiment exploser les je délais. comprends bien. Donc voilà, concrètement, des difficultés très précises. Pour finir en 2 minutes, hein, Monsieur le Président, lorsque l'arrêté interministériel est notifié aux communes, la commune reçoit une motivation un peu succincte ou technique de la part du préfet. La jurisprudence considère aujourd'hui que cette motivation, alors la jurisprudence est fluctuante, hein, considère que cet arrêté doit être motivé, mais certaines jurisprudences considèrent que non. Certes, la motivation est prévue par les textes, mais si elle n'est pas effective, il n'y a pas de conséquences légales. Dernier point, bien évidemment, lorsque les communes qui sont finalement en première ligne, puisque c'est elles qui montent le dossier, et ce sont elles qui vont recevoir la notification de l'arrêté qui refuse de reconnaître l'état de catastrophe naturelle, ces communes ont la possibilité, ou comme les sinistrés, de contester cet arrêté. Et aujourd'hui, le juge administratif a effectue un contrôle, hein, un contrôle quand même poussé sur ces arrêtés. Il va contrôler bien évidemment la procédure qui est suivie. Est-ce que la commission interministérielle a bien été composée régulièrement conformément à cette circulaire? Ensuite, elle va vérifier aussi, par exemple, si l'appréciation retenue par le ministère est bien conforme, en tout cas est bien conforme aux données météorologiques, même si concrètement la commune n'est pas en mesure d'apporter des données de Météo France. Seule Météo France est capable de le faire et seul le ministère sont capables de le faire. Et bien évidemment, dans les contentieux que nous avons engagés, l'État se garde bien de transmettre toutes les données de Météo France et se contente de transmettre le rapport qui a servi à la commission interministérielle. Donc en réalité, les collectivités ont très peu de possibilités pour finalement se défendre, sauf à lancer une expertise judiciaire ou à obtenir des éléments d'information supplémentaires. Et enfin, une dernière jurisprudence, et des jurisprudences très récentes, le Conseil d'État et certaines juridictions administratives avaient récemment considéré que dans la mesure où les critères retenus n'étaient fixés par aucun texte, ces critères étaient illégaux. Un arrêt du tribunal administratif de Melun, un arrêt du Conseil d'État de 2016, donc de 2007, qui laissait peut-être entrevoir la possibilité de contester ces arrêtés interministériels. Mais le Conseil d'État est venu en 2018 par 2 arrêts, notamment un dernier en août, fermer la porte, si je puis dire, à ces contentieux, en considérant, si je puis dire, que dans la mesure où il n'y avait aucun texte, le ministère pouvait faire ce qu'il voulait. Et que donc le fait qu'il se base sur une méthode de Météo France, eh bien, dans la mesure où personne n'avait la possibilité de réellement contester scientifiquement la méthode de Météo France, et en effet, on peut difficilement, sauf à faire appel à des spécialistes en matière de climatologie, hein, ou en tout cas en matière technique, que dans la mesure où il n'y avait pas de contestation de la méthode utilisée, eh bien, cette méthode était légale, et donc les critères retenus, notamment en matière de sécheresse, étaient pertinents parce qu'ils étaient pertinents. C'est à peu près l'explication, en tout cas, que nous avons eue. Voilà, Monsieur le Président, je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Je vais laisser la parole rapidement aussi à Nicole Bonnefoy, qui est notre rapporteure, et puis celles et ceux qui veulent s'inscrire le font avec parcimonie, parce que sinon... Alors, si nous n'avons pas le temps de vous laisser répondre à tout ce qu'on vous demandera, c'est de nous répondre par écrit, si vous le voulez bien, aux questions auxquelles il n'y aura pas eu de réponse. Et puis d'une façon plus générale peut-être sur toute cette procédure, mais la procédure on la connaît. Hein. Ce qu'on connaît moins éventuellement, c'est les difficultés que nos concitoyens peuvent rencontrer. Donc celles-ci, elles sont intéressantes que vous les mettiez en exergue. Hein. Voilà, Nicole Bonnefoy. Oui, moi je vais être très bref pour laisser la parole à mes collègues. Je voulais savoir s'il y avait eu des recours, mais vous venez d'y répondre, hein, s'il y avait eu des recours, si ces recours avaient abouti, sur quoi ils se portaient, vous y avez en partie répondu. Ce que vous dites, c'est l'expérience de terrain, et donc vos remarques sont extrêmement éloquentes, voire inquiétantes. Et donc, quelles sont vos préconisations, puisque le travail de la mission, c'est justement de faire des propositions de manière à améliorer les choses. Donc, quelles sont les recommandations, les préconisations que vous pouvez nous formuler pour changer le système ? Merci Madame la rapporteure. Alors, en effet, les recours sont nombreux, les recours existent.
contre justement ces arrêtés interministériels lorsqu'ils refusent de reconnaître des catastrophes naturelles. Mais les communes, finalement, sont parfois, aujourd'hui, baissent les bras en se disant que, quoi qu'il arrive, la jurisprudence leur sera défavorable. En tout cas, en l'absence d'éléments techniques supplémentaires ou d'expertise judiciaire. Alors, concernant les propositions, en tout cas les améliorations possibles, de mon côté, j'en vois au moins 3. La première, c'est bien évidemment encadrer l'action de l'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons uniquement un texte législatif, et un texte législatif large, si je puis dire, qui laisse tout champ d'action à l'administration. Et ce point et ce sujet est d'autant plus d'actualité que, si je puis dire, vous avez eu un appel du Conseil d'État le 16 mars 2018. Le 16 mars 2018, le Conseil d'État a répondu à un recours de plusieurs communes qui ont saisi le ministère de l'Intérieur en demandant au ministère de l'Intérieur de prendre un texte réglementaire pour appliquer, en tout cas définir des critères sur le régime de catastrophe naturelle de l'article L125-1. Et la réponse du Conseil d'État, je vous lis son considérant qui est très rapide, considère le caractère général des dispositions rappelées, donc L125-1, définissant les effets des catastrophes naturelles comme des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ce qui ne rend pas, pour le Conseil d'État, ces dispositions manifestement inapplicables. Donc en gros, on peut les appliquer telles quelles, en tout cas l'administration peut les appliquer telles quelles. Que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les communes, le Premier ministre n'était pas tenu de prendre un décret pour préciser les critères permettant de caractériser l'intensité anormale d'un agent naturel, décret que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu. Le Conseil d'État, finalement, est en train de dire que les communes n'ont pas à demander un texte réglementaire dans la mesure où le législateur, ou vous n'avez pas prévu dans la loi un texte réglementaire qui viendrait définir et encadrer les conditions d'application de la loi. Vous avez presque un appel, si je puis dire, des communes et du Conseil d'État à légiférer sur ce point-là. Deuxième point peut-être, et c'est peut-être un des points principaux qui permettrait d'améliorer au moins le ressenti des sinistrés, qui peut-être en effet parfois ne sont pas fondés à demander l'état de catastrophe naturelle, mais ne comprennent pas justement comment leur dossier a été traité, c'est vraiment améliorer cette transparence dans la décision et dans la motivation qui explique ce refus. L'arrêté de catastrophe naturelle a un statut très particulier puisque le Conseil d'État considère que ce n'est pas un acte réglementaire. Ce n'est pas un texte réglementaire classique, même si c'est un arrêté interministériel. Il considère que c'est un texte qui a une valeur juridique un peu particulière. Ce n'est pas un acte individuel, ce n'est pas un texte réglementaire. Comme ce n'est pas un texte réglementaire, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents en premier ressort de la procédure administrative. Mais donc, à ce titre, eh bien, prenons justement acte de cette nature particulière pour obliger l'administration à motiver plus précisément cette décision, puisqu'aujourd'hui nous avons des juridictions administratives qui considèrent qu'il n'y a pas à motiver, dans la mesure où ce n'est pas un acte individuel, et d'autres au contraire qui considèrent qu'il faudrait motiver ces arrêtés interministériels. Donc peut-être ce pourrait être l'occasion de trancher cette question et d'expliquer que cet arrêté interministériel doit être motivé sous peine d'annulation, en tout cas sous peine d'illégalité, et voire même notifier par exemple à la commune avec le rapport de Météo France ou avec l'ensemble des rapports techniques, le BRGM pour des mouvements de terrain par exemple, ou hydrologique pour les inondations, et que ce n'est qu'à compter de cette notification et voire même d'une publication en préfecture, par exemple, de cette motivation, que les délais de recours pourraient courir. Ce qui permettrait peut-être d'améliorer aussi l'information des sinistrés sur les explications. Et dernière, bien évidemment, proposition, quelque part, reprendre, ou en tout cas forcer, certes, un texte réglementaire, mais en appliquant presque uniquement ce qu'il y a dans les circulaires aujourd'hui. Si l'on applique strictement finalement la procédure qui est prévue par les circulaires aujourd'hui, on aurait quand même une procédure encadrée, assez complète, et qui aussi pourrait être soumise au contrôle du juge administratif. Puisque d'ailleurs sur ces circulaires, nous avons une problématique. Certaines juridictions considèrent que les circulaires de 84, 98 et 2014 ne sont que des circulaires, et si l'État ne les respecte pas, eh bien, il n'y a aucune conséquence sur la régularité de la procédure, et au contraire d'autres juridictions qui nous disent l'inverse. Donc le Conseil d'État n'a toujours pas été saisi de cette question, mais peut-être que le législateur pourrait peut-être sans attendre, en forçant donc un acte réglementaire et aussi en forçant peut-être aussi
le pouvoir réglementaire à définir des critères précis, c'est encore un point important, des critères précis par un acte réglementaire permettant de reconnaître cet état de catastrophe naturelle, avec notamment une enquête de terrain, puisqu'aujourd'hui les critères utilisés ne sont que des simulations techniques sans aucune étude concrète sur le terrain, sans résultat concret sur le terrain. Nous avons une simulation, par exemple, météorologique de flux, donc un système mathématique qui ne tient pas compte de la situation réelle sur le terrain. Donc peut-être en rajoutant une enquête sur le terrain permettrait en tout cas d'améliorer le système. Merci, Madame Estrosi Sassone. Merci, Monsieur le Président. C'est pas tellement une question, c'est simplement pour corroborer un petit peu ce que vous venez de dénoncer. Je pense que Marc Denis peut le compléter. On a eu dans le département des Alpes-Maritimes récemment, je ne parle pas des inondations meurtrières qu'on a connues en 2015, mais à l'automne 2018, de nouvelles inondations. Et les arrêtés de catastrophes naturelles sont tombés. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, et d'autres communes situées à l'est de notre département qui ont été particulièrement touchées. Je pense en particulier à la ville de Menton, qui a eu toutes ses collections dans le musée Jean Cocteau complètement dévastées et saccagées, qui n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle. Et c'est vrai qu'il y a en l'occurrence 3 maires dans l'est du département des Alpes-Maritimes qui, pour le même phénomène météorologique, avec des conséquences très graves et des dommages très importants, ne comprennent pas. Je ne suis pas sûre qu'ils aillent jusqu'à faire des recours, mais ça montre bien aujourd'hui à la fois l'opacité et quels sont les critères qui semblent pour le moins très subjectifs, parce que qu'est-ce qu'on peut mettre plus en avant qu'une collection nationale qui a fait l'objet d'une donation de toute la collection Jean Cocteau, qui a été complètement endommagée dans ce musée de Menton et qui, pour l'heure, aujourd'hui, reste la commune qui n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle. Monsieur Denis. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai vécu en direct ce que vous avez décrit en tant que maire à l'époque, où c'est heurté au fait que, suite à une sécheresse, ont été déterminées quasiment toutes les communes avoisinantes en catastrophe naturelle, et la nôtre qui, pourtant un sol reconnu comme argileux puisqu'il alimentait historiquement les communes avoisinantes en glaise pour la poterie, ne l'était pas. Et c'est là où j'ai découvert que, après moult démarches et interventions un peu musclées, que c'est la carte de Météo France qui servait. Et j'ai découvert au passage que la carte en question était élaborée sur la base d'anciennes ou d'historiques rattachements à des stations météo et qui déterminent ainsi, et ce qui fait que 2 communes qui sont tout à fait voisines peuvent dépendre de 2 stations différentes, et il a fallu donc faire tout un travail en la matière. Mais ça, j'allais dire, c'est plus l'anecdote. J'ai 2 questions par rapport à ce que vous avez dit. La première, est-ce qu'on ne risque pas qu'il y ait une réponse? Donc, on est dans le domaine du réglementaire et non pas du législatif, en l'occurrence, puisque vous avez dit vous-même, on est quasiment bien. Et donc, on aura une petite interrogation à traiter en la matière pour ne pas se retrouver à nouveau devant une porte qui risquerait de se clore. La deuxième, la question des délais est souvent fondamentale, importante. Je pense qu'il faut qu'on regarde attentivement si le fait d'alourdir éventuellement, non pas sécuriser ou préciser, mais alourdir une démarche de traitement administratif ne risquerait pas, au contraire, de se retourner contre les sinistrés, parce que le fait qu'il y ait quand même une administration d'État et qu'il y ait un exécutif qui puisse enclencher très rapidement une réponse à une sollicitation ou une prise de décision en cas de catastrophe naturelle mérite quand même d'être apprécié, et qu'en voulant consolider une démarche et à la rendre totalement pertinente, ce que je partage sur le fond, nous ne risquons pas de la rendre lourde, coûteuse
et parfois se retournant contre les intérêts des sinistrés eux-mêmes. C'est pour ça que je voulais vous interroger sur n'y voyez-vous pas un risque, et si oui, comment le border? Excusez-moi, j'étais emporté par la discussion, voyez-vous. Écoutez, je vous laisse la parole pour répondre à ces questions ou ces observations, et puis après, nous lèverons la séance. Alors, pour reprendre déjà l'observation de Madame la sénatrice, mais qui reprendait les observations de Monsieur le sénateur, finalement, le point que vous avez soulevé, c'est les critères qui sont utilisés aujourd'hui. Et aujourd'hui, un des critères utilisés pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle, c'est cette problématique d'anormalité de l'événement climatique et la qualification de cette anormalité. Et c'est là où on se retrouve avec des communes, par exemple, qui pourtant sont sinistrées, mais n'ont pas eu de reconnaissance, ou au contraire sont dans des situations peut-être équivalentes à des communes alentours. C'est que la notion de récurrence est aujourd'hui beaucoup utilisée dans ces critères. Alors la notion de récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que vous ayez eu un événement climatique aussi grave il y a moins de 10 ans, on va considérer que donc si vous l'avez encore dans ces 10 années, je schématise parce que le délai n'est pas aussi bref, mais on va considérer que donc vous n'êtes pas en état de catastrophe naturelle puisque ce n'est plus un aléa, puisque vous l'avez de manière régulière. De sorte que, et la question va se poser bien évidemment avec les modifications climatiques aujourd'hui, mais concrètement, en matière de sécheresse par exemple, hein, certes depuis 10 ans il y a peut-être eu 2 événements graves, mais depuis 300 ans, la commune n'avait jamais connu d'autres événements. Donc on a des maisons, par exemple, qui sont là depuis 300 ans et qui se fracturent. Et on explique à la commune, ben non, vous n'êtes pas en état de catastrophe naturelle parce que vous avez déjà eu un événement plus ou moins équivalent il y a 15 ans. Donc là, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté pour les sécheresses aussi, c'est que le calcul de cette moyenne, par exemple, hydrique, parce qu'il y a une moyenne hydrique, il y a tout un calcul, mais c'est des précisions qui pourraient être demandées, hein, c'est que cette calcul de moyenne hydrique se fait sur une période de 1957, si je ne m'abuse, 2010. Donc elle inclut toutes les périodes, et même les périodes de catastrophes naturelles. Donc on va considérer une moyenne par rapport à une période qui inclut justement des événements anormaux, si je puis dire. Et donc cette moyenne, quelque part, va être de plus en plus élevée, inatteignable, et finalement on ne va reconnaître que des événements beaucoup plus graves, et que finalement un événement qui aurait eu lieu peut-être 5 ans avant un événement moins grave, aurait été reconnu, mais il ne l'est pas 2 ans après, parce qu'il est intervenu un peu trop tard. Voilà, c'est ces problématiques en effet techniques, et ces critères qui mériteraient d'être précisés, d'être posés. Et sur ce point, en effet, c'est la problématique du domaine réglementaire ou législatif. Ce qui est important, c'est déjà peut-être de forcer le législateur à arrêter ces critères, puisque ces critères, par exemple en matière de sécheresse, ont évolué près de 5 fois en 5 ans ou 9 ans. Donc, sur 10 ans. Alors, le législateur peut, dans un texte de loi, indiquer que le pouvoir réglementaire a l'obligation de prendre un décret d'application précisant les critères. Qu'il norme les critères. Tout à fait. De sorte à ce qu'il n'y ait pas une évolution par simple circulaire. Aujourd'hui, on n'a même pas de circulaire qui définit ces critères. On a une commission interministérielle qui n'écrit d'ailleurs nulle part ces critères. Ils sont uniquement écrits sur une feuille de motivation lorsque la commune reçoit l'arrêté de refusant l'état de catastrophe naturelle. Donc, le législateur pourrait simplement forcer, si je puis dire, le pouvoir réglementaire à prendre un décret qui précise les critères qui sont applicables exactement. Et sur la problématique justement de la complexification, en effet, si on va jusqu'au bout aujourd'hui de la logique, on risque de complexifier peut-être le système. Mais on constate aujourd'hui dans la pratique que, en réalité, la commission interministérielle ne sert peut-être à rien. Est-ce qu'il ne suffit pas simplement, en fonction des critères qui seraient prévus, que ce soit le ministère qui rend un avis en fonction des rapports techniques, puisque c'est le cas aujourd'hui uniquement, en fonction des rapports techniques qui sont rendus. Et voire même, pourquoi ne pas décentraliser peut-être cette décision au niveau du préfet, avec peut-être des difficultés pour le préfet d'avoir aussi des pressions aussi de la part des sinistrés ou des collectivités, bien évidemment, qui vont vouloir tout obtenir à l'état de catastrophe naturelle. Mais c'est quand même des points qui pourraient être étudiés. Bien, écoutez,
J'étais encore pris par mon... Mais c'est la même chose, hein, on parle de la même chose. Simplement, je voudrais vous remercier très chaleureusement de votre participation. On va attendre un petit document écrit, notamment sur toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer et qui nous serviront également d'exemple ou qui nous permettront de creuser tel ou tel sujet. Hein. Très bien. On a bien vu là que le problème de la manière dont la Constitution fonctionne, de la Commission fonctionne, dont elle est constituée, etc., on l'avait déjà un peu perçu, mais là, ça a accentué nos certitudes. Donc, merci beaucoup. On attend donc votre contribution écrite. Très bien, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.